Immobile sur le sol en marbre de la vaste propriété du bois en Provence, le fils du milliardaire gisait, les yeux fermés, le corps glacé par l'onde de choc. À genoux près de lui, la femme de chambre tenait dans ses mains tremblantes une petite chose sombre et mouvante. « Chloé, qu'avez-vous fait » laissa échapper Monsieur Henri, le majordome, la voix étranglée par la terreur qui le clouait sur place. Un martèlement de pas lourd résonna à travers la demeure silencieuse. Monsieur Jean-Pierre Dubois, l'homme dont la fortune pouvait absolument tout acquérir, déboula dans la pièce, le visage cireux, tordu par une vision d'horreur. « Qu'est-il arrivé à mon fils » cria-t-il en se précipitant vers l'enfant. Les lèvres de Chloé frémirent alors qu'elle levait vers lui un regard noyé de larmes. « Je ne l'ai pas blessé, monsieur, chuchota-t-elle. Je vous le jure, je voulais seulement l'aider. » « L'aider » rugit Jean-Pierre, sa voix se répercutant dans l'immense hall d'entrée. « Vous avez posé la main sur mon fils ? Vous l'avez approché sans mon autorisation ?» Avec une lenteur infinie, Chloé ouvrit sa paume. Ce qu'elle contenait était une chose que personne n'avait jamais vue. Une créature étrange, sombre et humide, qui scintillait sous l'éclat des lustres. Chaque personne présente dans la pièce fit un pas en arrière, le visage blême. L'air était devenu épais, le silence pesant, jusqu'à ce qu'un son léger ne vienne le déchirer. « Papa » cela venait du garçon. Le même garçon, Léo Dubois, né sourd. Le même garçon qui n'avait jamais articulé le moindre son de toute sa vie. Un instant, personne ne bougea, pas même Jean-Pierre Dubois. Et c'est là qu'il réalisa, sa femme de chambre venait de réaliser l'impossible. Chers amis, vous allez découvrir une histoire poignante sur l'amour, la conviction et ce genre de miracle que l'argent ne peut acheter. Accompagnez-moi jusqu'au bout, car les événements qui vont suivre vont vous émouvoir et vous rappeler que la plus grande force de guérison émane parfois des personnes les plus inattendues. La grande propriété du bois en Provence était un lieu où même le silence avait une résonance particulière, une note de froideur et de vide. Chaque recoin luisait, chaque lustre brillait de mille feux. Et pourtant, il manquait quelque chose d'essentiel. La maison était gigantesque, mais habitée par une vacuité qu'aucun objet de prix ne pouvait masquer. Le personnel se déplaçait à pas feutrés, des fantômes évoluant de pièce en pièce, avec le souci constant de ne faire aucun bruit. Le maître des lieux, Monsieur Jean-Pierre Dubois, disait-on, appréciait ce calme de mort. Jean-Pierre était un homme dont la vie était une quête de perfection. Son monde était fait de planning, de rendez-vous d'affaires et de contrats à 9 chiffres. Mais derrière cette façade de contrôle absolu se dissimulait un père rongé par l'insomnie. Son fils unique, Léo, était né sourd. Nulle science, nul grand professeur, nul traitement de pointe n'y avait rien changé. Il avait passé des années à voyager aux 4 coins du globe, à consulter des spécialistes qui lui vendaient des promesses. Mais à chaque retour, le même silence implacable l'accueillait. Léo avait 10 ans. Il ignorait le chant des cigales l'été, le son de la voix de son père, et n'avait jamais prononcé un mot. Le seul langage qu'il comprenait était celui qu'il lisait sur les lèvres des autres. Il passait des heures à la fenêtre, l'oreille collée contre la vitre, à regarder les platanes s'agiter dans le vent, comme s'il lui confiait des secrets inaudibles. Le personnel de maison avait appris quelques signes pour communiquer, mais la plupart s'en dispensaient. Certains le prenaient en pitié, d'autres le craignaient, comme si son silence était contagieux. Une seule personne posait sur lui un regard différent. Elle s'appelait Chloé Martin. Chloé venait d'arriver à la propriété. C'était une jeune femme de chambre noire d'environ 25 ans. Elle cherchait du travail pour rembourser les dettes hospitalières laissées par la maladie de sa mère. Chaque jour, elle portait le même uniforme, lavé à la main la veille, ses cheveux tirés en un chignon impeccable. Chloé était une employée discrète, jamais une plainte, jamais un ragot. Mais sous cette surface lisse se cachait un cœur meurtri par des souvenirs indélébiles. Chloé avait eu un petit frère, Lucas. Une infection foudroyante l'avait rendu sourd alors qu'ils n'étaient que des enfants. Elle se rappelait les portes des hôpitaux qui se fermaient, faute d'argent pour le traitement. Elle se rappelait le désespoir dans les yeux de sa mère, et Lucas s'éteignant en silence, sans jamais plus avoir entendu qu'on l'aimait. Depuis, Chloé portait en elle une promesse secrète, si elle croisait un jour un autre enfant comme lui, elle ne détournerait pas les yeux. La première fois que Chloé vit Léo, il était assis sur l'escalier de marbre, alignant des petites voitures. Il ne la regarda pas, mais elle fut frappée par son immobilité. Il n'avait pas la turbulence des enfants de son âge.
Il était trop appliqué, trop sage. Et dans ses yeux, elle reconnut cette ombre familière, la solitude. Dès le lendemain, Chloé se mit à laisser des petits trésors pour lui sur les marches. Une cocotte en papier, un carré de chocolat, un mot avec un smiley dessiné. Léo ne réagit pas tout de suite. Puis un matin, le chocolat avait disparu, et la cocotte en papier trônait au milieu de ses jouets. Peu à peu, un lien se tissa. Quand Chloé faisait les vitres de la salle de jeu de Léo, il s'approchait pour regarder son reflet. Elle lui souriait, lui faisait un signe. Il se mit à répondre. Un jour, elle cassa une assiette, il éclata d'un rire muet, se pliant en deux. C'était la première fois qu'on le voyait rire aux éclats. Bientôt, Chloé devint sa seule confidente. Elle lui apprenait des signes, il lui apprenait à s'émerveiller d'un rien. Elle ne le voyait pas comme un handicapé. Elle le voyait comme un petit garçon qui avait le droit de s'exprimer. Mais cette relation déplaisait. Un soir, alors que Chloé lustrait la table de la salle à manger, Monsieur Henri l'interpella à voix basse, « Tenez-vous à distance de cet enfant. » Monsieur Dubois n'apprécie pas la familiarité du personnel. Chloé, interloquée, répondit, « Mais il semble plus épanoui. » « Cela ne vous regarde pas, » trancha le majordome. « Votre travail est de nettoyer, pas de vous attacher. » Chloé se tut, mais une révolte grondait en elle. Elle connaissait ce mal, la solitude, elle le lisait chaque jour dans les yeux de Léo. Ce soir-là, Chloé resta longtemps à la fenêtre de la cuisine. Le balancier de l'horloge marquait le temps. L'image de Lucas lui revint, la douleur muette qu'il endurait, l'indifférence des autres. Elle ne pouvait laisser l'histoire se répéter. Le lendemain, elle vit Léo dans le jardin. Il se grattait l'oreille avec une grimace. Il avait l'air de souffrir. Chloé s'accroupit et lui signa, « Tout va bien ?» Il fit non de la tête. Elle se pencha pour examiner son oreille. Sous un rayon de soleil, elle aperçut un reflet étrange au fond du conduit auditif. Une sorte de point sombre qui semblait luire. Chloé recula, pensant avoir eu une hallucination. Elle se contenta de lui sourire et de dire à voix basse, « Il faut le montrer à ton père. » Léo secoua la tête avec force, signant frénétiquement, « Non, pas les docteurs. » Ses mains tremblaient. « Ils font mal. » Chloé resta pétrifiée. La terreur dans ses yeux était palpable. Elle comprit qu'il était traumatisé par les examens médicaux. La nuit fut blanche. L'image de cette chose dans son oreille la hantait. Était-ce la cause de sa surdité? Devait-elle alerter quelqu'un? Mais qui l'écouterait? Certainement pas Monsieur Dubois, qui la considérait à peine. Le jour suivant, son angoisse monta d'un cran. Léo se plaignait de plus en plus de son oreille. Chloé le suivit jusqu'à la salle de jeu, le cœur serré. Elle ne pouvait plus rester passive. Elle pria à voix basse, « Mon Dieu, donnez-moi la force. » Quand Léo grimaça une fois de plus, les yeux pleins de larmes, Chloé prit sa décision. Elle sortit de sa poche une épingle à nourrice en argent de son uniforme, s'agenouilla près de lui et murmura, « N'aie pas peur. Je vais t'aider. » À cet instant précis, alors que sa main s'avançait, la porte pivota dans un léger grincement. Une ombre se découpait dans l'encadrement. Le grincement fit sursauter Chloé. Elle se retourna et vit Monsieur Jean-Pierre Dubois qui l'observait. Son costume était parfait, son visage neutre, mais son regard était aussi tranchant qu'une lame. « Que êtes-vous en train de faire ?» Sa voix était un murmure glacial. Chloé se redressa d'un bond, dissimulant l'épingle dans son dos. « Monsieur, pardonnez-moi, » balbutia-t-elle. Il souffrait. « Je voulais juste l'aider. » Le regard de Jean-Pierre balaya la scène. Léo était assis, une main sur l'oreille, l'air malheureux. « Vous n'êtes pas médecin, » asséna Jean-Pierre. « Si mon fils a un problème, vous m'en informez. Vous ne le touchez sous aucun prétexte. » Chloé baissa la tête. « Bien, monsieur. » Il laissa échapper un soupir fatigué. « Trop de gens m'ont promis de l'aider. Tous ont échoué. Je ne peux plus me permettre le moindre risque. » Sa voix se fêla sur les derniers mots, mais il se reprit aussitôt. « Partez, maintenant, » ordonna-t-il. Chloé obéit, ravalant ses larmes. Elle aurait voulu lui expliquer, mais son ton était sans appel. Elle sortit, le cœur lourd. Dans le couloir,
elle s'appuya contre le mur, murmurant, « Il ne voit donc pas la souffrance de son propre fils ?» Les heures s'écoulèrent. La routine reprit ses droits dans la demeure. Mais pour Chloé, le silence était devenu une torture. Elle ne pensait qu'à Léo, à sa douleur, à cette chose dans son oreille, à sa phobie des médecins. Le soir, dans sa petite chambre située derrière la buanderie, elle contempla sa Bible ouverte sans la lire. « Seigneur, que faire ?» se demanda-t-elle. Le souvenir de Lucas la submergea. Le souvenir de son dernier regard, de ce qu'il n'avait pas pu dire. Elle s'était juré de ne plus jamais être spectatrice de la souffrance d'un enfant. Chloé se leva. Le sommeil la fuyait. Elle traversa les couloirs obscurs, pieds nus sur les dalles froides. Elle s'arrêta devant la chambre de Léo. La porte était entr'ouverte. Une veilleuse éclairait la pièce. Léo était assis sur son lit, les mains sur son oreille. Chloé entra sur la pointe des pieds. « Encore mal ?» signa-t-elle. Il acquiesça, les yeux brillants. Chloé sentit son cœur se briser. Elle s'agenouilla et regarda de plus près. « Laisse-moi voir » souffla-t-elle. Il obtempéra. La lumière de la veilleuse révéla de nouveau la chose. Cette fois, le doute n'était plus permis. Elle était là. Le souffle de Chloé se bloqua. « Tout va bien » murmura-t-elle pour le rassurer. « Je vais être très prudente. » Elle sortit l'épingle de sa poche. Sa main était prise de tremblement. « Reste immobile. » Léo semblait terrifié, mais il ne bougea pas. Elle prit une profonde inspiration et approcha l'épingle. Ses doigts tremblaient tant qu'elle faillit la lâcher. La petite masse sombre sembla se rétracter. « Seigneur, guidez-moi » pria-t-elle. Elle sentit la pointe de l'épingle toucher une surface molle et visqueuse. Délicatement, elle l'agrippa et tira. Rien. Puis, soudain, une petite chose humide et noire glissa et tomba dans sa main. Chloé la contempla, horrifiée. Elle ne savait pas ce que c'était, mais ça n'avait rien à faire dans l'oreille d'un enfant. Léo écarquilla les yeux. Il toucha son oreille, l'air stupéfait. Puis il haleta. Chloé se pencha vers lui, inquiète. « Léo, ça va ?» Il porta les mains à sa gorge, et sa bouche s'ouvrit. Un son en sortit. Un son rauque, maladroit, mais un son. Chloé resta pétrifiée. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tutu a parlé. Le son se fit entendre de nouveau, plus net. Chloé. Son cœur cessa de battre. Il avait prononcé son nom. L'épingle lui tomba des mains. « Oh, mon Dieu » balbutia-t-elle. « Tu m'entends » Léo plaqua ses mains sur ses oreilles, grimaçant au son de l'horloge. La peur et l'émerveillement se lisaient sur son visage. Chloé s'approcha, le visage inondé de larmes. « C'est normal » dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Ce sont tes premières fois. » Léo explorait la pièce du regard, l'air perdu. Il montra les rideaux qui bruissaient. « Son » demanda-t-il d'une voix hésitante. Chloé acquiesça en souriant. « Oui, c'est un son. » Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Monsieur Henri était là, bouche bée, comme une statue. « Que se passe-t-il ici » Chloé sursauta. « Ne criez pas, s'il vous plaît » murmura-t-elle. « Il entend. » Je ne sais comment, mais il entend. Le majordome ne la crut pas. Il recula et appela « Monsieur Dubois, venez vite !» Léo se recroquevilla au son de sa voix, gémissant. Chloé le prit dans ses bras. « N'aie pas peur. » Des pas précipités firent trembler le plancher. Jean-Pierre apparut, le visage blafard, la voix menaçante. « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ?» Le majordome désigna Chloé. « Monsieur, elle l'a encore touché. Regardez l'enfant. » Le regard de Jean-Pierre se posa sur son fils. Léo tremblait, agrippé à Chloé, remuant les lèvres. Et soudain, un mot. « Papa !» Le silence tomba, total, absolu. Le souffle de Jean-Pierre se bloqua. Le temps semblait s'être arrêté. Depuis 10 ans, il rêvait de ce mot. Chloé le regarda, les larmes dévalant ses joues. « Il entend, monsieur » répéta-t-elle.
C'est vrai. Jean-Pierre était incapable du moindre mouvement. Le majordome était médusé. Léo reprit, la voix plus assurée, « Papa, pas fâché. » Les genoux de Jean-Pierre se dérobèrent. Ses yeux s'embuèrent. « C'est la voix de mon fils, » murmura-t-il. Mais le choc fit place à la colère. « Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous mis dans son oreille ?» Chloé secoua la tête, affolée. « Je n'ai rien mis, monsieur. J'ai enlevé quelque chose. » « Quelque chose » hurla Jean-Pierre. « Vous auriez pu le tuer. » Avant que Chloé ne puisse protester, les gardes de sécurité firent irruption dans la pièce et l'encerclèrent. « Monsieur, je vous en supplie, » implora Chloé. « Il entend. » Mais la voix de Jean-Pierre était de glace. « Emmenez-la. » Alors que les gardes l'empoignaient, Léo cria « Non !» Le son le plus puissant qu'il ait jamais émis. La dernière chose que Chloé entendit avant d'être emmenée fut le son de sa propre voix, criée par l'enfant. Assise dans le poste de sécurité de la propriété, Chloé avait les mains menottées. Les gardes attendaient les ordres. Elle entendait encore les cris de Léo. Chaque fois qu'il prononçait son nom, c'était un poignard dans son cœur. « Mon Dieu, faites qu'il comprenne » priait-elle. À l'étage, c'était la panique. Jean-Pierre tournait en rond dans le salon, l'esprit en plein tumulte. Son fils avait parlé. Il avait entendu sa voix. C'était un miracle. Et en même temps, une abomination. Le majordome suggéra, « Monsieur, il faut appeler l'hôpital. L'enfant est peut-être en danger. » Jean-Pierre acquiesça. « Appelez-les. Dites-leur d'envoyer une ambulance et de mobiliser tous les spécialistes. » Bientôt, les gyrophares balayèrent la façade de la propriété. Léo fut emmené sur un brancard. Il tentait de parler. « Papa. Chloé. » Chloé a aidé. Mais Jean-Pierre ne regardait pas Chloé. Il suivit le brancard, le cœur tiraillé entre l'espoir et la terreur. À l'hôpital régional, l'odeur d'éther et d'angoisse flottait dans l'air. Jean-Pierre observait les médecins s'affairer autour de son fils derrière une vitre. Ses mains tremblaient, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années. Le docteur Stéphane Leclerc vint à sa rencontre. « Monsieur Dubois, les premiers tests sont formels. Son oui est revenu. Au moins de manière temporaire. » « Temporaire » répéta Jean-Pierre. « Que voulez-vous dire » Le médecin parut mal à l'aise. « Nous ne savons pas. Nous avons trouvé des traces d'irritation et une substance étrangère dans son oreille. Il faudra des examens plus poussés. » « Une substance étrangère » demanda Jean-Pierre, le cœur serré. « Laquelle » Le médecin hésita. « Quelque chose de biologique. Inconnu de nos services. Ça pourrait être là depuis des années. » Jean-Pierre devint livide. « Des années ? Et aucun de vos confrères ne l'a jamais détecté ?» Le médecin baissa les yeux. « C'est parfois complexe. » « Complexe » siffla Jean-Pierre. « Je vous ai versé des fortunes. J'ai fait le tour du monde. Et vous n'avez pas vu ce qui était juste sous votre nez ?» Le médecin déglutit. « Monsieur Dubois, asseyez-vous. Il y a autre chose. » Il lui tendit un dossier. Jean-Pierre le parcourut, de plus en plus vite. Puis il s'arrêta, pétrifié. Au bas d'un rapport, une note, maintenir le diagnostic pour la reconduction du financement. Compte Dubois actif. Jean-Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il l'avait trompé. Son fils n'avait jamais été soigné. Ils avaient entretenu sa surdité pour continuer à percevoir son argent. Il referma le dossier d'un coup sec, tremblant de rage. « Monstre » murmura-t-il. « Vous avez fait de la souffrance de mon fils un fonds de commerce. » Le médecin, penaud, balbutia, « Monsieur, je n'étais pas au courant de cet aspect. » C'est le conseil d'administration qui, Jean-Pierre ne l'écoutait plus. Il quitta le bureau, la tête vide. Il avait été complice par sa confiance aveugle. Au bout du couloir, il vit Léo, assis sur son lit, un pansement à l'oreille. Il souriait. Pour la première fois, il le voyait et l'entendait. « Papa » dit Léo d'une voix claire. Jean-Pierre ne put répondre. Les larmes coulèrent sur ses joues.
Il s'assit près de lui et lui caressa le visage. « Tu m'entends vraiment ?» Léo acquiesça. « Où est Chloé ?» La question le transperça. « Elle n'est pas là. »« Fais-la venir, » insista Léo. « C'est elle qui m'a aidé. » Jean-Pierre resta un long moment silencieux. Puis il se tourna vers l'infirmière. « Dites aux gardes de relâcher la femme de chambre et de l'amener ici. » Quelques minutes plus tard, Chloé entra. Son uniforme était froissé, son visage las. « Chloé !» s'écria Léo, radieux. Elle porta la main à sa bouche. « Tu parles encore » murmura-t-elle. Il rit. « Tu m'as aidé. » Jean-Pierre les observait. La colère, la fierté, tout s'effondrait, remplacé par une culpabilité écrasante. Il se tourna vers Chloé. « Comment avez-vous su ?» Sa voix était basse. Il se plaignait de son oreille. « Je pensais qu'il avait quelque chose de coincé. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais je ne pouvais pas le laisser comme ça. Et vous avez retiré cette chose. » Elle acquiesça. « Je ne sais pas ce que c'était, monsieur. » Ça bougeait. Jean-Pierre se tourna vers le médecin. « Toutes ces années, et aucun de vous n'a pris la peine de vérifier. » Le médecin baissa la tête. « Je suis désolé, monsieur Dubois. » Jean-Pierre se retourna vers Chloé. « Vous avez vu ce qu'ils ont tous ignoré, » dit-il doucement. « Parce que vous l'avez regardé. » Chloé ne répondit pas. « Je l'ai fait pour lui, monsieur. Pas pour une récompense. » Jean-Pierre sentit sa gorge se nouer. « Je croyais que l'argent pouvait tout résoudre. Je me suis trompé. » Le silence se fit dans la pièce. Finalement, Jean-Pierre reprit, « Chloé, je vous demande pardon. J'aurais dû vous écouter. La peur m'a aveuglé. »« Vous êtes un père, » dit-elle. « Je comprends. » Le regard de Jean-Pierre s'emplit de respect. Cette nuit-là, il veilla son fils endormi, tenant sa main. Chloé se tenait près de la porte. Pour la première fois, la paix régnait. Pas le silence glacial de la propriété, mais une quiétude chaleureuse, née de l'épreuve. Mais Jean-Pierre savait que ce n'était qu'un début. Il allait faire éclater la vérité. Et cette fois, on l'entendrait. Le jour se leva sur les couloirs silencieux de l'hôpital. Jean-Pierre n'avait pas dormi. Il était assis dans la salle d'attente, ruminant ses erreurs. Il avait fait confiance au système, aux blouses blanches, aux chèques, et avait négligé l'essentiel. Chloé s'approcha avec un café. « Buvez, » dit-elle doucement. « Vous êtes épuisé. » Il leva vers elle un regard rougi. « Vous n'étiez pas obligé. » Elle s'assit. « Vous n'étiez pas obligé de me croire non plus. » Ils restèrent un moment en silence, un silence nouveau, apaisé. Puis Jean-Pierre rompit le silence. « Les médecins ont avoué. Ils ont dissimulé son état pour l'argent. » Chloé ferma les yeux. « C'est inhumain. » Jean-Pierre acquiesça. « J'ai passé ma vie à construire un empire, à financer des hôpitaux. Je pensais faire le bien. Je réalise aujourd'hui que j'ai contribué à un monde où seul l'argent a une voix. »« Alors, faites-le taire, » dit Chloé. « Vous en avez le pouvoir. » Un éclat de détermination brilla dans les yeux de Jean-Pierre. « Vous avez raison. Je le ferai. » Quelques heures plus tard, il organisa une conférence de presse dans la salle de conférence de l'hôpital. Les journalistes affluèrent, intrigués. Jean-Pierre s'avança vers le pupitre, Chloé en retrait. « Pendant 10 ans, commença-t-il, j'ai cru les experts qui me disaient que mon fils était incurable. Mais hier soir, une femme de chambre a fait ce qu'aucun d'eux n'a réussi à faire. Elle lui a rendu l'ouïe. » Un murmure parcourut la salle. « Nous avons découvert que la maladie de mon fils n'était pas une fatalité, mais une source de profit. On l'a maintenu malade pour l'argent. » Il brandit un dossier. « Voici les preuves. Signé par des gens qui ont trahi leur serment. Voilà où mène la cupidité. J'ai fait partie de ce système. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Je lance une fondation pour offrir des soins gratuits à tous les enfants sourds, sans condition de revenus. Et la personne que je nomme à sa tête est Chloé. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle était stupéfaite. Jean-Pierre lui sourit.
Elle m'a appris à écouter avec le cœur. Après la conférence, il la rejoignit dehors. Monsieur, je ne mérite pas cela, dit-elle. J'ai juste fait mon devoir. Vous avez fait bien plus, répondit Jean-Pierre. Vous m'avez ouvert les yeux. Vous m'avez rappelé l'essentiel. Elle sourit. Je suis heureuse pour Léo. C'est tout ce qui compte. Il vous réclame sans cesse. Votre nom est le premier mot qu'il ait vraiment appris. Des larmes de joie perlèrent aux yeux de Chloé. Quand ils entrèrent dans la chambre, Léo jouait avec une petite voiture. En les voyant, il s'illumina. Chloé! Elle se précipita pour l'étreindre. Tu m'as manqué. Il rit. J'entends que tu es contente. Elle pleurait et riait en même temps. Jean-Pierre les regardait. Il découvrait l'amour, le vrai. Pas celui qui s'achète, mais celui qui se donne. Quelques jours plus tard, la propriété avait changé. On y entendait des rires. Léo courait dans les couloirs, et chaque pas était une victoire. Chloé n'était plus une femme de chambre. Elle faisait partie de la famille. Chaque soir, ils se retrouvaient dans le jardin. Jean-Pierre travaillait sur sa fondation, Chloé apprenait des mots à Léo, et Léo découvrait le monde des sons. Parfois, Jean-Pierre les contemplait en silence. Ces deux êtres qui avaient bouleversé sa vie. Il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue. Un soir, au crépuscule, Léo l'interpella. « Papa, je peux te dire un truc ?»« Bien sûr, mon fils. » Léo désigna Chloé. « C'est mon héroïne. » Chloé cacha son visage dans ses mains. Jean-Pierre lui sourit. « C'est aussi la mienne. » Plus tard dans la nuit, Jean-Pierre regardait le jardin depuis son bureau. La fontaine, autrefois symbole du silence, était devenue une mélodie. Chloé passa. « Encore debout ? » Je pensais. « À quoi ?» Il lui sourit. « Au fait que la plus petite voix peut parfois faire le plus de bruit. » Elle sourit à son tour. Ils restèrent un moment en silence, un silence complice. « Merci, Chloé, dit-il enfin. Vous n'avez pas seulement rendu Louis à mon fils. Vous m'avez rendu la mienne. » Elle baissa les yeux. Parfois, il suffit d'une oreille attentive. Jean-Pierre acquiesça. Et cette fois, j'écouterai. Dehors, le chant de la fontaine emplissait la nuit. Et dans la maison, le rire de Léo résonnait. Pour la première fois, la propriété du bois n'était plus la maison du silence, mais celle de l'amour. Chers amis, le silence le plus terrible n'est pas celui de nos oreilles, mais celui de nos cœurs. Trop occupés à courir après le succès, nous oublions d'entendre ceux qui nous appellent à l'aide. Monsieur Dubois avait tout l'argent du monde, mais il a fallu une simple femme de chambre, armée de sa seule bienveillance, pour lui ouvrir les yeux et le cœur. Elle n'a pas guéri son fils par la science, mais par l'amour, l'attention, et le courage de ne pas se détourner de la souffrance. Chloé n'a pas seulement permis à un enfant d'entendre. Elle a appris à un père à écouter. Et c'est là le plus grand des miracles. Si vous vous sentez parfois invisible, inaudible, oublié, pensez à cette histoire. Quelque part, une Chloé existe, quelqu'un qui écoute quand le monde est sourd. Et c'est parfois tout ce qu'il faut pour que l'espoir renaisse. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et ce que l'histoire de Chloé vous a appris. Votre témoignage pourrait à son tour inspirer quelqu'un à écouter avec son cœur.